Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Julie Kalibolowski et je suis ravie de vous retrouver ce matin un petit peu au milieu de cette table ronde. Je remercie donc Emmanuel Dautrio et son équipe pour l'organisation de cette 15e polygonale et voilà leur suggestion que je puisse participer et vous présenter ce matin la gratuité à Dunkerque. Voilà, en lien avec voilà, ce thème des formes et l'imaginaire du commun qui vous réunit aujourd'hui et les 2 jours suivants, à ce que j'ai bien compris. Donc pour information, je travaille au sein de l'association des chercheurs VIGS, Ville Innovante et Gestion des Savoirs, en résidence à Lagure, donc l'agence d'urbanisme de Dunkerque, et je suis aussi chargée de l'animation du réseau des villes du transport gratuit au sein de l'Observatoire, en lien avec mes collègues de Lagure, donc Vanessa Delevoye, qui est donc rédactrice en chef du magazine Urbis Le Mag pour information, et Guillaume Dubrul, chargé de mission mobilité à l'agence d'urbanisme de Dunkerque également. Et je travaille avec eux donc, sur cette question. Donc ce matin, je vais vous parler de la gratuité des transports, à la fois par la présentation un petit peu de l'observatoire, voilà, des villes du transport gratuit, et de la gratuité dunkerquoise, puisque c'est ce qui nous intéresse vraiment ce matin, sous l'angle à la fois de la mobilité, mais aussi sous l'angle des changements qu'elle a participé à initier dans le rapport des habitants à leur territoire et à l'appropriation de leur cadre de vie. Hop là. Alors, pour introduire un petit peu cette présentation, j'aimerais d'abord revenir sur l'intérêt de s'intéresser à la gratuité des transports aujourd'hui, dans les débats qui nous animent en général ces derniers temps. Donc, la gratuité, elle connaît effectivement actuellement un engouement absolument inédit. Et pourtant, l'idée n'est pas tellement nouvelle, puisqu'il y avait des précurseurs dans les années 70, avec en premier lieu Colomiers, et non pas Coulommiers, mais là on se trouve en région toulousaine, et qui instaure la gratuité en 1971, c'est la première. Et dans ces années 70, il y a assez peu de collectivités qui s'y mettent, justement parce que c'est un moment aussi où la voiture et les politiques de transport orientées vers l'automobile prennent beaucoup plus de place dans les débats et sont un petit peu l'évidence à ce moment-là. Donc, au fil des années 2000, on a une vingtaine de villes qui rejoignent le réseau des villes du transport totalement gratuit. Et quand je dis totalement, c'est à la fois pour les habitants, mais aussi donc pour les visiteurs, comme les touristes, etc. Et ça en tout temps de l'année, de la semaine et de la journée. Et donc on observe voilà, une accélération un petit peu de ce type de projet jusqu'à un premier pic médiatique donc en 2014 avec l'élection de M. Patrice Vergrit, donc l'actuel maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui avait inscrit la gratuité comme un des axes majeurs de son programme électoral à l'époque et qui donc, ce projet avait été légitimé par les urnes et avait fait donc de Dunkerque à ce moment-là le plus grand territoire français à avoir pour projet de mettre en place la gratuité des transports en commun total, et c'était chose faite en septembre 2018. Donc on constate à partir de là, en fait, à partir de voilà, 2014-2018, et là donc, il faudrait actualiser ce petit graphique parce que avec les élections l'année dernière municipales puis les élections régionales de cette année, on voit que la gratuité intéresse, suscite énormément de débats, etc. Et donc il y a un peu un emballement politique autour de cette mesure, puisqu'on compte aujourd'hui 35 villes du transport totalement gratuit, avec des projets de diversification de la gratuité, cette fois par critères, donc pour les jeunes par exemple ou les seniors, ou le week-end, voilà, à la suite des élections municipales de 2020 qui voient l'élection de 18 maires qui sont favorables à la gratuité. Et puis même, donc, Carolina était de Val-de-Seine, tu me le disais tout à l'heure, et donc voilà, la gratuité justement prend encore de l'essor puisqu'elle est mise à l'ordre du jour des élections régionales jusqu'en Île-de-France. Donc cet engouement, il peut s'expliquer de différentes manières, bien sûr, mais surtout le fait que après les longues semaines de manifestations, des gilets jaunes, etc., dès l'automne 2018,
en fait, la problématique des déplacements, de la mobilité durable, du pouvoir d'achat, etc., elles ont vraiment pris de l'essor, en tout cas une nouvelle dynamique dans le débat public. Et on voit aussi qu'en fait la gratuité, on observe qu'elle l'emporte avec elle, je dirais, de nouvelles réflexions sur ce qu'est le service public, sur ce qu'est le bien commun, en fait, finalement. Donc, dans ce contexte, l'Observatoire, qu'est-ce que c'est? Il a justement été créé donc, en 2019 en fait, pour étudier précisément ce phénomène et ce sujet de la gratuité des transports sous tous les angles, et notamment donc, des sciences humaines et sociales. Et ça a été créé en fait à l'initiative conjointe de la GUR, donc l'agence d'urbanisme de Dunkerque, la CUD et VIGS. On voit aussi Dunkerque fait partie, est au centre de ce dispositif, cet arsenal de la connaissance qu'on a constitué, et dont les réflexions sont portées en fait par un comité scientifique indépendant de chercheurs et professionnels de la mobilité, donc qui sont issus de vraiment tout champ disciplinaire, en tout cas presque, mais on a des géographes, des économistes, des experts de sciences politiques. On a même été rejoint le mois dernier par un philosophe, justement pour essayer de comprendre vraiment, s'intéresser au lexique et de la gratuité, de ce qu'est le service public dans le transport, etc. Donc c'est aussi un comité scientifique qui est donc co-présidé par 4 personnes, dont je les cite, mais vous pouvez retrouver leur nom sur l'Observatoire: Maxime Ouvrier, Arnaud Passalacqua, Philippe Poinceau et Julie Vallon, dont je vous parlerai dans un instant. En fait, ce comité scientifique et cet observatoire, ils poursuivent ensemble 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'améliorer l'état des connaissances sur la gratuité des transports aujourd'hui, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, en tout cas en France, il n'y avait pas beaucoup de recherches, pas beaucoup d'études. C'était pas encore un sujet, un objet de débat et un objet scientifique sur lequel on pouvait s'appuyer pour avoir des réflexions. Donc déjà ce premier objectif. Puis ensuite, bien sûr, comprendre l'évolution des réseaux en temps réel. Et ça, c'est surtout un travail d'indicateur et de production de chiffres clés, etc., qui est réalisé donc, par Guillaume Dupuy, dont je vous parlais précédemment, et qui a aussi réalisé les cartes que vous avez pu lire il y a un instant. Donc, le dernier, c'est bien sûr d'évaluer les effets de la gratuité sur les habitants, sur leur comportement de mobilité, etc., par le biais d'études réalisées auprès des villes qui le souhaitent et qui ont mis en place la gratuité, qu'elle soit partielle ou totale. Et voilà, Dunkerque, comme je le disais, est vraiment au cœur de tout ça, puisqu'il y a eu plusieurs études. La première en 2017 qui revenait sur la gratuité le week-end, puis quelque chose sur la gratuité totale en 2019, qui avait été une vraiment grosse étude qui avait été menée pendant 1 an auprès des habitants, donc avec des entretiens qualitatifs, vraiment une enquête approfondie sur la question. Et puis là, en 2021, le mois dernier, il y a eu donc un focus sur les mobilités des jeunes en rapport avec la gratuité ici à Dunkerque, avec des jeunes de 15 à 25 ans. Et donc l'étude est sur le site de l'Observatoire, mais elle aussi apparaître, on a une étude sur les changements de la gratuité engendrés dans les organisations publiques et privées qui ont mis en œuvre la gratuité. Donc je pense tout simplement à une entreprise délégataire de transport, Transdev, et Decabus, où là en fait, si on reprend un petit peu le thème de la polygonale sur le commun, finalement la gratuité ça avait été vraiment un projet d'entreprise, un projet commun. Donc voilà, c'est ce que je peux en dire pour l'instant. Donc à partir de ces différents points soulevés dans les études, je vais vous parler maintenant de la manière dont la gratuité des transports elle a redonné du sens à la notion de transport en commun. Voilà. Donc pour relier un petit peu cette politique de mobilité au thème de votre venue ici à Dunkerque, et dans une définition que j'ai vraiment simplifiée, le commun c'est d'abord la notion de ce qui concerne la communauté et la collectivité dans son ensemble. Donc on peut ici lier la mesure de gratuité aux projets qui font le territoire ici. Et à ce titre, la gratuité elle faisait d'abord partie d'un programme général d'amélioration du réseau de transport et qui était lui-même inscrit dans un projet plus vaste de réaménagement du cœur d'agglomération, le projet Phoenix, puisque à partir de 2014,
plusieurs grandes opérations ont conduit à une forme de reconquête urbaine dans un contexte aussi de déprise démographique où on essayait de rendre des aménités urbaines aux habitants. Donc, dans ce cadre, en fait, la gratuité, elle a été accompagnée de très nombreux aménagements qui ont permis de revaloriser l'espace public, comme la piétonisation de la place Jean d'Arc, que vous avez peut-être traversée en venant ici, ou la place de la République, avec la requalification également du boulevard Alexandre III, où se croisent les principales lignes de transport en commun qui ont été remobilisées. Et donc la gratuité, en fait, elle a également participé à la revitalisation du centre-ville, et ça c'était quelque chose de très fort, en tout cas dans l'étude de 2019. Les commerçants étaient vraiment satisfaits en fait, de constater que grâce à la gratuité, les gens circulaient beaucoup plus facilement dans l'espace du centre-ville et pouvaient développer des pratiques d'achat, etc. Ça réactive aussi l'intérêt pour la ville, tout simplement, et ses aménités, puisque dans l'étude de 2021, on voit que les jeunes qui parfois s'ennuient ou sont pris un petit peu dans des moments de désabusement et de désintérêt, etc. En fait, maintenant, ils se sentent beaucoup plus libres de se déplacer et de prendre le bus, finalement, pour redécouvrir leur propre territoire. On observe vraiment des pratiques exploratoires de l'espace en groupe d'amis par le biais du bus gratuit, ce que l'on n'avait pas avant, puisque les jeunes étaient plutôt cantonnés et restreints par leur abonnement d'un aller-retour gratuit par jour, et souvent c'était pour aller au lycée, et en fait ils se déplacent pas vraiment autrement, si ce n'est à pied, et parfois ça les ennuyait, et bien en essayant de demander à leurs parents de les accompagner, mais voilà, on observe vraiment en fait une redécouverte du territoire, notamment plutôt vers l'ouest de Dunkerque, donc vers Gravelines et Longue-Plage, où là, en fait, les jeunes de Dunkerque, de Dunkerque Centre, redécouvrent un petit peu leur propre communauté urbaine, découvrent de nouveaux lieux, etc., loin un petit peu des pratiques qu'on leur impose, entre guillemets, par le biais de plusieurs éléments, mais en gros, par le biais du transport gratuit, voilà, ils redécouvrent leur environnement, un petit peu à la manière d'ailleurs de la sociologue Marie-Hélène Baquet dans Retour à Roissy. Et c'était assez significatif en fait de voir ça ici à Dunkerque. Et en fait, le sens numéro 2 du commun, grâce à la préposition, ça nous indique le fait d'être ensemble tout simplement. Et là, en fait, on voit que la gratuité, elle est très appréciée au-delà du fait qu'on n'a plus à payer, on n'a plus à aller chercher la petite monnaie dans la poche, au fond du sac, etc. En fait, elle fait disparaître aussi les différences sociales, les catégories sociales que le fait de payer un abonnement ou un autre, de bénéficier d'une tarification solidaire, par exemple, pouvait un petit peu trahir et mener parfois à des regards stigmatisants, ou en tout cas vécus comme tels. Puisque maintenant, en fait, tout le monde peut prendre le bus à égalité, et on voit apparaître une relation aussi un peu plus chaleureuse entre les usagers, puisque justement ils se sentent un peu plus détendus de prendre le bus, il n'y a plus de fraude, etc. Et donc on voit aussi une relation différente entre les usagers et les équipes de conducteurs, puisque maintenant il n'y a plus cette relation un peu économique de vente du ticket, ce genre de choses. Et voilà, il n'y a plus de tension en fait dans les bus, et tout le monde, à la fois côté usager mais aussi du côté des conducteurs, on constate une amélioration de tout cela et de l'image en fait finalement générale du transport en commun et du bus. Puis en dernier lieu, je soulignerai aussi un petit peu les initiatives de Transdev en lien avec la communauté urbaine de Dunkerque concernant les bus d'animation. Donc là vous avez l'exemple, c'était avant la pandémie, donc pas de masque, etc. Mais ils sont encore visibles ces bus. Là c'est le bus gaming. En fait il y a plusieurs bus comme ça qui permettent un petit peu d'animer le quotidien, la vie ensemble. En fait, par exemple au moment du carnaval, on a aussi le bus carnaval où il y a des animations dans les bus eux-mêmes. Et donc ça permet aussi en fait de recréer une sorte
convivialité urbaine. Et ça renforce un petit peu l'attachement des habitants à leur territoire, à leur cadre de vie, au fait de prendre ensemble un bien, un transport public qui leur appartient vraiment, en tout cas qui s'approprie beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire dans un bus normal, entre guillemets. Et puis donc, pour conclure, en fait, la gratuité, elle a vraiment rendu la liberté aux personnes de prendre le bus ou non. Et en fait, les efforts qui ont accompagné cette mesure de gratuité, elles en ont fait un petit peu une forme d'extension de l'espace public. Là, on le voit assez bien sur cette image. Mais des jeunes jouent ensemble, mais voilà, on est loin d'une seule fonction un petit peu utilitariste du fait de se déplacer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant ici à Dunkerque. Et l'Observatoire souhaite évidemment mener d'autres, peut-être des comparaisons et d'autres études dans les territoires du transport gratuit, y compris le week-end, notamment à Montpellier. Donc c'est comme ça que je conclue et vous retrouvez mon adresse mail, etc. Et surtout le site de l'Observatoire des villes du transport gratuit. J'espère que j'ai pas été trop long, j'ai pas trop vu le temps, mais je suis prête à répondre à vos questions et prendre vos remarques, tout simplement, si vous en avez. Merci. Merci. Ne vous inquiétez pas, c'est parfait. Tout va bien. Merci pour votre présentation qui était très dense. Non, c'était vraiment intéressant. Vous avez dit, vous avez parlé à un moment donné que la gratuité, ça a été un vrai projet pour les entreprises, notamment des transports, et j'aurais bien aimé que vous nous en disiez un peu plus à ce sujet-là. Alors, effectivement, effectivement, en fait, on a donc Decabus, donc c'est la filiale locale de Transdev, en fait, donc c'est pour ça que j'utilise un petit peu les deux termes comme ça. Mais en fait, la gratuité, c'est pas dans la culture des professionnels de transport, en fait, parce que ils ont souvent été formés à gérer des réseaux qui sont payants et à avoir les recettes commerciales des usagers, etc., pour faire fonctionner le réseau et investir dans le réseau, etc. Donc en fait, on leur transforme complètement leur manque de pensée et surtout leurs habitudes de travail. Donc ça n'a pas été facile et il a fallu justement un petit peu expliquer, montrer qu'on pouvait faire autrement. Se passer de ces recettes commerciales et en fait jouer sur les deux autres grandes sources de financement des transports aujourd'hui qui sont tout d'abord la collectivité, donc via le budget général de la collectivité qui est abondé aussi par des subventions de l'État par le biais de la région, etc. Et le versement transport donc des entreprises, payé par les entreprises de plus de 11 salariés. Et en fait, donc il a fallu leur dire que voilà, on pouvait faire autrement, etc. Et ce discours, il a été porté à tout niveau, en fait, déjà au niveau politique, puisque M. Vergrit, s'est beaucoup investi aussi sur cette question de la gratuité. C'était son axe fort de la campagne, mais il y a eu vraiment un investissement politique très fort sur cette question et de toutes les instances à côté, donc les directions transport, l'agence d'urbanisme de Dunkerque, etc. Sachant que au début, finalement, personne n'était convaincu. Donc il y a eu un espèce de regroupement autour de ce projet qui a concerné à la fois tous les services, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise de transport, plusieurs en fait, craintes de la part des équipes de conducteurs, de contrôleurs, etc. Les contrôleurs ont disparu quand même, donc il a fallu aussi décider ce qu'on en faisait. Et finalement, le choix n'était pas de les licencier, mais de les reformer et de les réorienter vers d'autres missions, et en l'occurrence vers des missions de management
et voilà, et même de formation des futurs conducteurs qui ont été recrutés par la suite au vu de l'augmentation de la fréquentation. Et en fait, ce projet d'entreprise, donc, il a été assez long en fait, parce qu'en même temps, il y a eu l'amélioration générale du réseau, et donc ils ont dû tout gérer en même temps, et donc ça fait un petit peu l'objet de cette étude de Julie Valin, qui va bientôt paraître en fait sur le site de l'Observatoire, mais qui concerne vraiment ces changements au sein de l'entreprise, pour voilà, déjouer aussi les craintes, rassurer tout le monde et faire en sorte qu'en fait le projet marche, parce que bien sûr sans les équipes, sans les gens qui font le réseau, et en premier lieu les conducteurs qui le font vivre au quotidien en conduisant, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà. En fait, je ne sais pas si je peux en dire plus, parce que le projet n'est pas... Enfin, c'est pas moi qui l'ai rédigé déjà, mais ensuite, elle va bientôt sortir et c'est pas encore totalement officiel. Et, enfin voilà, c'est en tout cas les premières conclusions qu'on peut en tirer. Pareil, merci pour votre intervention. Moi, je me pose la question, en fait, comment les habitants de Dunkerque ont réceptionné l'idée, parce qu'ils ont dû avoir peur aussi, peut-être, d'être au niveau des impôts, peut-être un peu plus imposés, ou de payer un peu plus. Je sais pas, du coup, parce qu'après, là, vous avez bien parlé de l'impact positif sur les jeunes et tout, donc ça, c'est super important, mais peut-être qu'au niveau des adultes, la réception du projet n'était pas la même, quoi. Donc je me pose la question. Oui, merci pour cette question, parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai, on se dit, bon, bah, la gratuité, ça remporte évidemment tous les suffrages. Est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui étaient un peu contre de leur côté? La gratuité, ça avait été d'abord validé donc, démocratiquement donc, par les élections, donc a priori, ça allait se faire dans tous les cas. Mais effectivement, en fait, il y avait des personnes qui pouvaient considérer, en tout cas, qui l'ont exprimé dans l'étude de 2019 et dans les entretiens qui ont été menés entre la mise en place du nouveau réseau gratuit et un an plus tard, quoi. En fait, ces personnes-là ont réfléchi à la manière dont ils envisageaient la gratuité avant le passage. Et en fait, c'est vrai qu'ils se posaient la question, est-ce que la gratuité ne va pas sacrifier la qualité du réseau? Parce qu'en fait, on se dit, maintenant je paye plus, tout le monde va faire n'importe quoi, c'est gratuit, donc voilà. En fait, il y avait vraiment cette crainte-là d'une dégradation de la qualité à la fois du service et de l'ambiance aussi dans les bus, parce qu'on se dit, en fait, pour certaines personnes, le fait de payer, c'était aussi quelque part aussi empêcher certains publics d'entrer. Et donc là, il pouvait le dire assez simplement, mais voilà, en tout cas de ce qu'il ressentait. Et ça, pour eux, c'était une crainte, effectivement. Et sur le cas des incivilités, en fait, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, les incivilités sont restées, il y en a encore régulièrement, mais puisque ça fait partie du quotidien du transport en commun, mais en fait, il y en a eu moins proportionnellement à l'augmentation de la fréquentation. En fait, on observe plutôt un résultat rassurant sur le fait qu'il y a plutôt une baisse, finalement. Donc, de ce point de vue-là, les personnes sont... Enfin, j'ai pas d'exemple très précis, mais en fait, on voit que les gens sont plutôt satisfaits, parce que, contrairement à leur crainte de voir vraiment le réseau s'effondrer, en fait, du fait déjà qu'il n'y ait plus de recettes, mais que ça y est, tout le monde ferait n'importe quoi, etc. Ce qui est une crainte assez légitime. Le réseau gratuit, on ne connaît pas bien, donc on peut évidemment se poser la question. Et finalement, c'est pas ce qu'on observe. Donc, voilà. Petite rafale, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Non, mais c'est quelle forme d'enquête avez-vous mené? Parce que vous parlez d'un observatoire pluridisciplinaire, ou sinon transdisciplinaire dans son approche. Donc c'était déjà une première question, parce que je vois Marie-Anita Palumbo. Bah oui, elle est anthropologue, cette dame. Donc, mais il n'y a pas que des anthropologues dans votre équipe, il y avait, ce que vous disiez, il y a toutes sortes de disciplines et de qualités. Et comment mobilisez-vous ces savoirs autres ou différents? Et j'avais aussi une autre question.
c'est quelles relations aux expériences internationales. Parce que là, vous avez dressé un tableau français. Bon, certainement, enfin, c'est tout à fait exceptionnel ce que Dunkerque est en mesure de faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand Paris, on s'est tourné vers Paris, Anne Hidalgo a dit chez nous, c'est pas possible, et on comprend aussi pourquoi. Parce qu'il y a un problème de saturation du réseau, etc. À une autre échelle, à Dunkerque, c'est plus facile qu'ailleurs. Mais il y a d'autres exemples. Alors, on a une étudiante brésilienne ici, Adrieli. She understands French, but not so much. There is a very famous example in Brazil, which is Curitiba, where it was done, in a way, it was already done some maybe 20 years or maybe 30 years ago. And what was your, did it influence your reflection about it? Et j'avais une dernière petite citation, parce que vous avez convoqué dans vos propres travaux le philosophe Paul Ariès, qui a vraiment réfléchi à la question de la gratuité. Alors, je voulais savoir si c'était de lui dont vous parliez, et avant de vous donner la réponse, je cite, pas avant de vous laisser parler, je suis ce très court extrait de Paul Ariès, pardon, pas Philippe Ariès, Paul Ariès. La gratuité, ce n'est pas le produit débarrassé du coût, mais débarrassé du prix. Il s'agit d'une gratuité économiquement construite. Ainsi, l'école publique est gratuite, mais à un coût, payé par nos impôts pour rejoindre. Et elle est culturellement, politiquement construite. Est-ce que je peux rajouter une chose avant que... Justement, en bon anthropologue, il n'y a pas de don gratuit. C'est une des formules, je pense, une des plus connues en anthropologie classique. Enfin, classique dans le sens qu'elle a déjà quelques années. Et donc, ma question, elle serait, au fond, elle rejoint ce que Emmanuel vient de soulever, et c'est grâce à vos enquêtes. Alors là, je pense que vous avez fait surtout peut-être par le biais de cette question du comment, mais je veux dire, les impôts, c'est du commun aussi. Donc là, vous avez plutôt transposé peut-être des aperçus plus de contexte d'usager. Voilà, moi j'ai plein de curiosité dans les coulisses de ce système. Alors c'est pourquoi je rappelle, il n'y a pas de don gratuit, il y a un coût qui est sûrement assumé par ailleurs. Et je pense que c'est cette réflexion-là qui peut être intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de payer, mais pas pour, au contraire, pas pour nous désengager de ce projet, mais pour mieux le comprendre. Et la deuxième question était non seulement à échelle internationale, mais aussi à échelle historique. La gratuité n'est pas tout à fait nouvelle. C'est plutôt le service payant dont il faut retracer l'histoire et comprendre de quelle modernité on est en train de sortir quand on sort d'un transport public qui est payant. Dans quelle société, dans quel système de société on essaye de sortir du moment où on considère, on reapprend le fait que le transport peut être gratuit. Donc, il y a plein de choses qui découlent de ces réflexions. Et quand je dis historique, on peut regarder qu'est-ce que ça fait, les services gratuits d'une Europe de l'Est. Vous avez des origines, si j'ai bien compris, ou votre nom en tout cas. Un système soviétique qui avait d'autres formes de gratuité. Donc voilà, essayer de déconstruire tout ça pour nous raconter derrière qu'est-ce qu'il y a derrière cette gratuité qui n'est pas forcément une gratuité dans le sens plus banal du terme. C'est un coût qu'on est en train de payer par ailleurs. Et dernière petite question. C'est la question de la... Je me demande, alors là peut-être que votre observatoire il a vraiment un rôle de ce genre, est-ce que vous êtes en train de faire une veille sur l'effet politique dans d'autres villes sur cet exemple concret de possibilité de rendre gratuit? Parce que quand on me dit qu'Anne Hidalgo, elle a dit qu'à Paris c'est impossible, et j'y crois pas. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une forme de faction ou de tension qui se joue au niveau de l'État quand on voit que c'est possible dans certaines villes? Ça n'a pas le même coup, c'est plutôt ça. Oui, voilà, justement. Ça n'a pas le même coup. Il y a des choses,
Ok, donc il y a beaucoup de choses, effectivement. Enfin, je vous remercie vraiment pour toutes ces remarques. Enfin, j'aimerais bien aussi avoir votre nom aussi, peut-être, enfin, pour échanger sur ces questions. Après, enfin, rapidement. Très rapidement, en fait, donc les enquêtes qu'on a mobilisées, enfin le type d'enquête qu'on a mobilisé, c'est d'abord des enquêtes qualitatives, faites par entretien semi-directif, analyse et enquête de terrain, donc un peu de participation personnelle, entre guillemets. Enfin, j'ai moi-même pris le bus en tant que jeune, j'ai pris le bus pour étudier les effets de la gratuité des transports sur les mobilités, les représentations symboliques des jeunes à Dunkerque. Donc plutôt ça. Voilà, en 2019, il y a eu aussi une partie quantitative, mais qui n'a pas été renouvelée à la suite parce que ça mobilise aussi beaucoup de temps, etc. Enfin, il faut trouver des partenaires, en l'occurrence l'ULCO, enfin, l'université, etc. Mais c'est pas encore quelque chose qu'on a reconduit. Ensuite, je vais un petit peu condenser les questions. En fait, dans l'internationalisation en fait, de ces questions de la gratuité, effectivement, en fait, là mon exposé était très français, comme vous le dites. Et effectivement, en fait, on est en train justement de participer en tant que partenaire à une enquête internationale sur les réseaux gratuits qui est menée depuis la Belgique et le Luxembourg par un des membres de l'Observatoire des villes du transport gratuit, qui a également, qui lui est polonais pour le coup, qui s'appelle Wojciech Ryblowski, et qui voilà, travaille sur cette question. Et nous sommes, en tant qu'observatoire français, le relais de son enquête, mais aussi on va sûrement voilà, participer un petit peu aux analyses concernant la France. Et il y a, je crois, l'enquête a démarré également, alors si je ne me trompe pas, en Suède, aux États-Unis, où on a aussi beaucoup de réseaux du transport gratuit. On en a plus de 300, et c'est vrai que les gratuités nord-américaines intéressent beaucoup l'observatoire. Et un voyage d'études était prévu au Canada, mais avec le Covid, c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce sont des questions qui nous intéressent. Et cette enquête est également portée jusqu'au Brésil. Donc voilà, on aura sûrement des résultats et un peu plus d'indications sur ces gratuités internationales qu'on connaît finalement assez mal, en tout cas de notre point de vue français. Mais qui intéresse évidemment beaucoup l'Observatoire dans le cadre aussi d'échanges sur la manière dont c'est fait et dont ça peut être financé. Et là, je reviens un petit peu à votre question sur, votre remarque voilà, de Paul Ariès, en fait, cette formule effectivement de la gratuité économiquement et politiquement construite. Et en fait, l'Observatoire, en tout cas, là je parle en son nom, mais c'est effectivement ce que l'on constate. En fait, c'est la gratuité, c'est un choix qui est d'abord politique et qui ensuite doit trouver sa place dans différentes sources de financement, la manière dont on organise ces éléments. Par exemple, on n'a pas, pour rejoindre votre question aussi sur la manière dont c'est fait, dont l'impôt est utilisé, etc. On n'a pas les mêmes modes tout à fait de financement dans tous les réseaux, même français, puisque la part des recettes commerciales, donc les tickets payés par les usagers, etc., n'est pas la même d'un réseau à un autre. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on peut dire que c'est plus difficile de faire la gratuité à Paris qu'à Dunkerque ou à je ne sais où, Niort par exemple, parce que c'est pas les mêmes territoires, c'est pas les mêmes choses, etc. En fait, tout est une question de choix et où est-ce qu'on met l'argent, sachant que la gratuité ne va pas forcément au détriment d'autres politiques de mobilité, en l'occurrence, puisque là, à Dunkerque, en tout cas, la gratuité a permis de revitaliser le centre-ville et en fait de développer le mode de transport marche à pied. Donc, c'est pas forcément au détriment d'autres choses, mais en tout cas, ça vient dans un ensemble de choses et d'éléments. Et puis, pour finir, je ne sais pas trop si j'ai tout répondu là, mais... On aura une réponse écrite plus complète. Oui, non, mais c'est ce que je ferai, mais en tout cas, je voudrais simplement terminer sur cette question, c'est qu'effectivement, oui,
la gratuité des transports, ça suscite énormément de réactions, qu'elles soient positives ou plus critiques. Et donc, en fait, beaucoup de tensions, même un peu, parfois des réactions un peu épidermiques, même au sein du monde scientifique. Donc, en fait, c'est pas non plus une mesure qui fait totalement consensus. C'est quelque chose qu'il faut aller regarder, qu'il faut aller évaluer, et c'est ce que l'Observatoire tente de faire depuis maintenant 2 ans. Et voilà. Je fais attention au temps pour vous, parce que je sais que vous avez une contrainte de train. Est-ce qu'on peut peut-être vous demander de façon très indiscrète, mais excusez-moi de demander cette question, vous venez de quelle formation, et est-ce que éventuellement vous êtes en train de fabriquer une recherche d'un petit pas? Non, enfin je sais pas, vous avez déjà, vous seriez en doctorat, vous avez un doctorat qui est en cours ou non, j'ai fini mes études il y a 6 mois. Ouais. Et donc j'ai un master urbanisme et aménagement professionnel à l'université Paris 1. Et en fait, dans ma dernière année d'études, par mes stages, je me suis un petit peu orientée vers la question des mobilités et la manière dont on évalue, voilà, enfin, pas dont on évalue, mais en tout cas dont on observe les comportements de mobilité des personnes et comment est-ce qu'ils évoluent, alors qu'aujourd'hui, voilà, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde de la mobilité. On parle beaucoup de mobilité innovante, on parle de mobilité durable, qu'est-ce que ça veut dire, comment les deux peuvent s'organiser. Enfin, il y a beaucoup de choses et je n'ai pas prévu de doctorat pour l'instant. Non, mais je pose cette question, excusez-moi, parce qu'en fait, dans le cas de ces échanges, c'est toujours l'occasion pour les étudiants qui sont actuellement en master, et pour la plupart d'entre eux, mais il y a un doctorant parmi nous, même 2 doctorants, c'est une doctorante lilloise également. C'est aussi une certaine manière de réfléchir quoi, sur ce qui se passe après. Quoi. Donc quand vous évoquez ce que vous faites là, je pense que ça peut donner des idées à pas mal de gens. J'espère en tout cas. Donc les échanges de mails, ça va dans les deux sens. Je suis disponible pour répondre, et puis même au niveau des études, des stages et tout ça. Enfin, je veux dire, j'en ai pas fait beaucoup plus que vous, mais voilà, pardon, c'est pas trop, mais voilà. En tout cas, je reste disponible vraiment pour toute question concernant l'observatoire, ses missions, ses études, et puis à côté, voilà, ce qu'on fait après un master d'urbanisme, voilà. Sachant que en école d'architecture, c'est pas mal aussi. Ça passe. Alors, il est 11h05, on ne veut pas parler. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, on avait des questions. Si vous avez encore le temps d'y répondre, il y a un micro là. Très rapidement. Question rapide et réponse rapide. J'ai une question rapide. Est-ce qu'il y a une limitation de gratuité par distance ou par zonage? Et s'il y en a, est-ce que ça engendrait une fracture entre les habitants qui habitent dans le zonage et ceux qui n'habitent pas? Je parle de ça parce qu'à Taïwan, dans la ville où je suis né, on a cette gratuité de limitation de 8 km depuis le départ de la station. Donc je voulais savoir si, de quoi vous pensez sur ce système-là. D'accord, merci parce que c'est hyper intéressant et en fait ça rejoint un petit peu quelque chose qui est suivi plutôt par Philippe Poinceau, donc économiste et coprésident de l'Observatoire. En fait, en France, c'est pas le cas en fait. Enfin, la gratuité, elle est soit pour les habitants, soit certains habitants. Donc par critère, c'est soit total, soit par critère, mais où la distance n'est pas retenue. En tout cas, c'est sur le périmètre de la commune ou de l'agglomération, de l'autorité organisatrice des mobilités qui la met en œuvre. Donc à partir du moment où on sort de là, en fait, on sort du réseau aussi, et là, c'est plus gratuit. Mais c'est une question qui est très intéressante et en fait ça rejoint un petit peu celle des bénéficiaires et payeurs de la gratuité. C'est bon, on fait partie, en l'occurrence en France, on peut se dire par exemple, moi j'habite dans un petit patelin
assez loin du centre-ville, le bus il passe pas tout le temps, c'est gratuit pour moi, oui je suis bénéficiaire, mais finalement est-ce que je paye pas beaucoup plus, etc. En tout cas c'est pas les habitants qui se posent cette question, mais les entreprises. Et les entreprises qui sont un peu délocalisées, etc. Enfin délocalisées, réparties un petit peu plus loin que le centre-ville. Et en fait, on est justement en train de mener un travail sur cette question qui est voilà, vraiment sur les liens bénéficiaires et payeurs de la gratuité pour voir voilà, dans une perspective en fait, territoriale qui bénéficie vraiment de la gratuité ou en tout cas voilà, qui en bénéficie le plus. Et je ne connaissais pas l'exemple de Taïwan, donc merci.